Nous sommes légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Redoutez-nous. Ça, c'est les mots d'Anonymous, un collectif d'activistes, autrement dit des activistes hackers, devenus célèbres pour ses actions en ligne, ses protestations virtuelles et sa culture du secret. Ils ont piraté des chaînes de télé nationales russes, les sites du FBI, de l'OTAN, de l'Elysée ou encore de PayPal, et ont paralysé les systèmes informatiques de multiples gouvernements, notamment en Égypte, en Syrie ou en Ouganda. L'ampleur de leur action et de leur force de frappe ont même amené la CNN à le présenter comme l'un des successeurs de Wikileaks. La date précise de la création de ce groupe est un mystère, mais on sait toutefois que c'est en 2003 que le mouvement se forme progressivement sur 4chan. Alors pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, 4chan c'est ce qu'on appelle un image board, autrement dit un forum qui repose principalement sur le partage d'images basé sur l'anonymat. Et d'ailleurs vous pouvez regarder la vidéo que j'avais faite à ce sujet si vous voulez en savoir plus, voilà j'ai la miniature dans ma main littéralement. À cette période, 4chan était un espace anarchique et souvent chaotique où les utilisateurs pouvaient poster un peu ce qu'ils voulaient du fait justement de cet anonymat, mais aussi parce qu'aucune archive de conversation n'était conservée. 4chan c'était le temple des mèmes et des trolls. Presque tous les mèmes célèbres qu'on connaît aujourd'hui trouvent leur origine plus ou moins directement dans 4chan, et cette culture nerd à l'humour noir va être le terreau des Anonymous. L'anonymat inhérent à 4chan va permettre aux utilisateurs de collaborer et de coordonner des actions sans avoir à prendre de risques en révélant leur identité. Le site va rapidement gagner en popularité et ce qu'on appellera bientôt Anonymous va peu à peu émerger. Mais alors pourquoi ce nom? Tout simplement parce que l'anonymat est une des valeurs clés dans les idéaux du mouvement, mais aussi parce que c'était l'essence même de la plateforme sur laquelle ils sont nés. Il faut voir que 4chan depuis le départ repose sur un système qui signait automatiquement tous les messages du site par le nom Anonymous, au lieu d'utiliser un pseudo sur un forum normal. L'idée a plu, les utilisateurs s'y sont faits et boum, les Anonymous sont nés. Et il y a un autre truc qui est né aussi à cette époque, c'est Odoo, le partenaire de cette vidéo. Merci à Odoo de sponsoriser cette vidéo. Odoo, c'est un logiciel de gestion tout en un qui offre un éventail d'applications pour les entrepreneurs afin de faciliter la gestion quotidienne de leur activité. Quel que soit ton besoin, tu trouveras l'application qu'il te faut. La première application est gratuite à vie ainsi que l'hébergement et le support. Et c'est à partir de 2 applications distinctes que vous passez en plan payant. Est-ce que tu lances ton projet entrepreneurial et t'as aucune connaissance en comptabilité? T'inquiète pas, on est tous passés par là. Et grâce à Odoo, la facturation devient un jeu d'enfant. Leur application facturation te permet de garder une trace de tes finances en toute simplicité et de gérer les processus de facturation de manière efficace et automatisée. Odoo te guide à configurer les données de ta société, à définir la mise en page de tes documents et à envoyer ta première facture. Et évidemment, ça s'arrête pas là, parce que tu peux directement les envoyer par email et assurer le suivi de leur paiement depuis ton tableau de bord. Découvre Odoo avec mon lien en description et nous on reprend notre histoire. Si les premières opérations remontent à 2006, c'est en 2008 que la notoriété du mouvement va exploser. Leurs actions, souvent controversées et politiquement très engagées, vont se faire de plus en plus nombreuses et de mieux en mieux coordonnées. Anonymous, they are hackers on steroids. Had 7 different passwords and they've got them all so far. Anonymous hacked his site and plastered it with gay sex pictures. His girlfriend left him. Dissimulés derrière leur écran ou derrière des masques blancs et noirs devenus emblématiques du mouvement lors des actions physiques, les membres d'Anonymous vont se faire surnommer les Anon. Et d'ailleurs, pourquoi avoir fait ce choix du masque de Guy Fawkes, et c'est qui ce mec? Ce masque noir et blanc, habillé d'une longue et fine moustache noire qui arbore un sourire ironique et des joues roses, est devenu un véritable symbole reconnaissable entre tous. Vous l'avez peut-être vu également dans le film V for Vendetta de James McTagg, sorti en 2005 et adapté du roman graphique qui va donner au masque son apparence si connue, en s'inspirant des traits d'un personnage historique bien réel pour le coup, Guy Fawkes, pour donner un visage masqué donc à V, le personnage insurrectionniste de l'histoire. Et ce choix, c'est pas un hasard. Fawkes était un conspirateur britannique du XVIIe siècle, connu principalement pour avoir tenté de faire sauter le Parlement britannique en présence des membres du gouvernement, du roi, de la majeure partie de la famille royale et des principaux officiers de l'État. Cet événement, il est connu sous le nom de complot de la poudre à canon. Il s'est déroulé en 1605 sur fond de querelles religieuses entre catholiques et protestants. À cette période, sous prétexte d'instauration d'une uniformité religieuse protestante, le culte catholique est interdit et le simple fait d'être catholique est puni par la loi. C'est pour lutter contre cette oppression que Guy Fawkes a participé à cet attentat. Le mec s'est fait griller, il a été arrêté, torturé et enfin exécuté. À la suite de ça, il est devenu un symbole de résistance contre l'oppression et contre le gouvernement tyrannique. L'utilisation de ce symbole par le mouvement Anonymous est donc assez logique. Lutte contre l'oppresseur, défense de la liberté d'être et d'expression, c'est des combats qui sont au centre de l'idéologie du mouvement. Au-delà du symbole d'anonymat que le masque représente, son port est aussi une manière de créer une identité visuelle
visuelle commune pour les participants d'Anonymous, et donc de renforcer le sentiment d'appartenance à un collectif unifié malgré l'absence de structure formelle. La symbolique de ce masque va devenir si forte qu'en 2013, les gouvernements du Bahreïn et d'Arabie Saoudite le déclareront illégal et interdiront son importation. Ce bout de plastique va être accusé de diffuser une culture de violence, d'encourager les jeunes à ne pas respecter les forces de sécurité et de répandre le chaos dans la société. Si le masque fait si peur à certains gouvernements, c'est aussi parce qu'il représente le rejet d'une société orwellienne où les forces médiatiques et politiques contrôleraient la vie de chaque individu. Rappelons que si aux yeux des jeunes ados aujourd'hui, il s'agit plus d'un code populaire cool à la signification vaguement rebelle, il était il y a quelques années le symbole fort de multiples mouvements de contestation sociaux. Les jeunes du printemps arabe, les militants anti-G8 et G20, etc. Tout un tas de gens ont revendiqué ce masque. Bon, techniquement, ce qui est un peu rigolo, c'est que les droits du masque appartiennent en réalité à Time Warner, qui a produit le film V for Vendetta en 2005. Ce qui est assez ironique, parce que finalement, c'est une multinationale du divertissement qui touche les commissions sur les ventes de chaque masque officiel porté par les militants qui dénoncent la mainmise des grandes entreprises sur la création et la liberté d'expression. Mais c'est la structure tentaculaire qui caractérise ce groupe qui fait sa force, mais aussi sa faiblesse, et qui est à l'origine de tout un tas de paradoxes. Parce que, au risque d'en décevoir certains, il n'y a pas de formation, comment devenir un Anonymous, qui se clôturait par une espèce de cérémonie d'adoubement chelou et d'une grosse soirée de bizutage affreux comme si on était en école de médecine. Devenir membre d'Anonymous, c'est pas comme rejoindre une organisation traditionnelle. Le collectif est décentralisé, sans structure formelle, ce qui signifie qu'il n'y a pas de processus d'adhésion officiel ni de hiérarchie à suivre. Pas de siège, pas de direction, pas de porte-parole officiel ou de chef. Anonymous est partout et nulle part à la fois. Pour cette raison, tout le monde et n'importe qui peut se revendiquer d'Anonymous, à condition, en théorie, de respecter le concept d'anonymat, de ne pas chercher de gloire personnelle à travers les actions menées, et de partager tout ou partie des idéaux du collectif. Autrement dit, le rêve d'un monde basé sur l'entraide, le partage des ressources, les connaissances participatives, la lutte contre l'oppression, la création communautaire et la communication sécurisée. Le rêve de pouvoir s'exprimer librement en ligne ou ailleurs sans risquer d'être arrêté par une milice ou des services secrets derrière. Leur objectif, c'est de créer une société libre à l'abri du besoin, où la liberté d'expression est reine, où la transparence est de mise et où le respect des droits de l'homme est une évidence. Un monde sans hiérarchie où le pouvoir est partagé à parts égales, un monde parfait, en gros, sur le papier. À partir du moment où quelqu'un partage cette idéologie, rien ne l'empêche, s'il le souhaite, de s'impliquer dans des discussions en ligne, sur des forums, des sites, des messageries sécurisées, des réseaux sociaux, et de participer à des projets ou des actions en lien avec ses idéaux. Même s'il faut avoir des compétences techniques quand même assez balèzes pour suivre les grosses opérations de hacking et compagnie sans se faire choper, on va pas mentir. La plupart des gens qui suivent ces opérations n'ont pas des très grosses compétences techniques et le risque de se faire choper est bien plus élevé. Mais sinon, en résumé, il n'existe pas de protocole magique pour devenir un Anonymous. Certaines opérations ou OP ont marqué leurs histoires plus que d'autres. Leurs fameuses cyberguérillas ont souvent été couplées de manifs, sorte de raids en live, où les participants investissent la rue ou des lieux ciblés, masqués. Ces manifs sont toujours pacifiques, la violence physique ne faisant pas partie du tout de l'idéologie du mouvement. On trouve d'ailleurs des instructions assez claires sur différents forums et vidéos d'Anonymous à ce sujet. N'apportez pas d'armes, habillez-vous en conséquence. Toutefois, si toutes leurs actions ne sont pas nécessairement illégales ou liées au piratage, dans beaucoup d'esprits, Anonymous c'est égal à piratage, tout simplement. Et c'est généralement les opérations de ce type qui ont fait le plus de bruit. Le mouvement utilise dans la plupart de ses OP 3 méthodes: le doxing, qui consiste à récupérer un maximum de données personnelles sur une cible avant de les rendre publiques, les attaques DDoS, soit Distributed Denial of Service, déni de service distribué en français, qui correspond à une attaque informatique qui a pour but de mettre hors service des sites internet, et enfin le defacement, qui consiste à changer l'apparence d'un site web. L'opération Chanology va marquer un tournant dans l'histoire du groupe. C'est l'une de leurs premières OP de grande envergure et son point de départ va être la suppression d'une vidéo YouTube à la demande de l'église de Scientologie en janvier 2008, dans laquelle Tom Cruise vantait les mérites de cette religion. Being a Scientologist, when you drive past an accident, it's not like anyone else. As you drive past, you know you have to do something about it because you know you're the only one that can really help. Cette vidéo, elle était destinée à un usage interne uniquement, d'où la demande de retrait de l'église, et quand on voit les propos délirants que la star de Top Gun tient devant la caméra, on comprend pourquoi. À vrai dire, l'église de Scientologie constituait la parfaite némésis d'un mouvement comme celui des Anonymous, parce qu'elle représente tout ce qu'ils rejettent, leur vision de la propriété intellectuelle, de la liberté, des sciences, de la manière dont ils traitent leurs critiques, et leur fermeture au monde qui les entoure. Les membres d'Anonymous accusent l'église de censure, de tentative de contrôle de l'information en ligne, et de lavage de cerveau de ses membres. La défense de la liberté d'expression étant l'un des combats principaux du groupe, ils vont très vite réagir à la suppression de la vidéo de Tom Cruise, qui va être récupérée par les Anon et diffusée en masse partout sur internet. Le 21 janvier 2008, Anonymous déclare officiellement la guerre à l'église de Scientologie en diffusant sur YouTube une vidéo dans laquelle un individu masqué annonçait le début du projet Chanology. Au fil des ans, nous vous avons observé. Vos campagnes de désinformation, votre suppression de la dissidence, votre nature litigieuse, avec la fuite de votre vidéo de propagande,
L'étendue de votre influence malveillante sur ceux qui en sont venus à vous faire confiance en tant que dirigeant nous est clairement apparue. Anonymous a donc décidé que votre organisation devait être détruite. Il les accuse également d'utiliser des tactiques d'intimidation pour les faire taire. Ces mêmes tactiques ont d'ailleurs été utilisées comme représailles contre les Anons. Certains, que les scientologues avaient réussi à identifier, étaient suivis chez eux ou menacés par courrier. L'opération a été ponctuée d'actions physiques et en ligne. À la suite de la diffusion d'une seconde vidéo, des dizaines de milliers de membres à travers 93 pays se sont retrouvés le 10 février 2008 devant les églises de scientologie, le visage couvert par le masque de Guy Fawkes pour protéger leur identité et pour symboliser la lutte contre la censure. Ils ont également organisé des canulars téléphoniques à grande échelle sur la hotline de l'église, à base de giga commandes de pizza non désirées et de réservations de dates avec des escort girls à l'attention des scientologues, ou encore des envois massifs de fax frauduleux entièrement noirs destinés à user les cartouches d'encre. Ils sont malins, ils sont très malins. Faut pas oublier que de base, beaucoup d'Anons sont des trolls d'internet. En ligne, Anonymous a lancé des attaques DDoS contre des sites web de l'église. Ils ont également créé et diffusé des vidéos, toujours sous anonymat et accompagnées de voix robotiques, critiquant la scientologie et ses dirigeants. Hello, leaders of Scientology. We are anonymous. Certains de ces contenus ont généré des centaines de milliers de vues en une dizaine de jours seulement, ce qui était énorme pour l'époque. Une partie de l'opération impliquait la diffusion de documents internes de l'église de Scientologie sur Internet. Anonymous affirmait que ces documents étaient la preuve de pratiques controversées de l'église et de ses méthodes de recrutement douteuses. Certains utilisateurs, peu expérimentés et qui n'avaient pas pris la peine de masquer leur adresse IP, seront arrêtés à la suite de cette OP. Les actions mises en place ont eu le mérite de susciter le débat sur la liberté d'expression en ligne, la religion et les pratiques de l'église de Scientologie. Les manifestations contre l'église de Scientologie continueront tout au long de l'année avec une deuxième vague de contestation appelée OP Party Hard le 15 mars 2008 et l'opération Reconnect le 12 avril qui aura pour objectif de sensibiliser à la nécessité de se couper de la Scientologie pour se reconnecter à la réalité, d'où ce nom d'opération. En fin de compte, le projet Chanology aura attiré l'attention du grand public sur l'utilisation d'Internet comme outil de protestation et d'activisme en ligne, et c'était que le début. Autre énorme coup des Anonymous, l'opération Payback. Elle rassemble grosso modo toutes les actions ayant pour but de faire d'Internet un endroit libre et ouvert à tous. Elle a été déclenchée par la controverse autour du site web The Pirate Bay et des tentatives de diverses organisations et gouvernements pour restreindre l'accès à ce site. The Pirate Bay, c'était un site de partage de fichiers torrent, souvent associé au partage illégal de contenu protégé par droit d'auteur. Anonymous a mené ses attaques contre les lobbying anti-piratage, contre les maisons de disques, contre les entreprises qui ont soutenu la censure de The Pirate Bay, ainsi que les sites web qui ont cédé à la pression pour retirer des contenus. Bref, tout ce qui était anti-Pirate Bay en fait. L'opération visait à perturber les services en ligne de ces cibles pour attirer l'attention sur la question de la liberté d'expression et l'accès libre à la culture plutôt que sa monétisation. C'est un vaste débat quand on prend en compte le fait que la monétisation des contenus audiovisuels n'a pas pour but de rémunérer uniquement les labels, mais également de nombreux autres corps de métiers techniques et créatifs qui eux sont bien loin de faire fortune pour le coup. Et en même temps, le partage des revenus pour les artistes musicaux, les films ou les séries qu'on aime regarder, il n'est pas toujours fair pour les artistes qui se sentent pas toujours rémunérés à leur juste valeur. Enfin, bref, comme on disait, c'est un gros débat. Une autre opération très importante était Avenge Assange ou Venger Assange, qui fait référence à Julian Assange, qui n'est autre que le fondateur, rédacteur en chef et porte-parole de l'organisation non gouvernementale Wikileaks. En 2006, l'ONG publie des documents classés relatifs à des scandales de corruption, d'espionnage et de violation des droits de l'homme de plusieurs gouvernements. En 2010, ce sont des documents de l'armée américaine et du département d'État qui sont révélés, et à partir de ce moment-là, Assange va être l'ennemi public numéro 1, et c'est en ligne qu'il trouvera parmi ses plus grands soutiens. Les Anonymous vont rapidement publier un communiqué à ce sujet. Julian Assange vénère tout ce qui nous tient à cœur. Il méprise et combat infatigablement la censure et est sans doute le troll le plus puissant de tous les temps. Et ils vont déclarer la première infoguerre de l'histoire. Les attaques informatiques qui vont suivre vont se montrer redoutables. Saturation du blog de la société PayPal, qui avait annoncé avoir bloqué des virements vers les comptes associés à Wikileaks à la suite des fuites pendant 4 jours. Idem pour PostFinance, qui avait fermé le compte bancaire d'Assange. Puis ce sera le tour de Visa, Amazon et Mastercard qui seront aussi touchés pour les mêmes raisons. L'opération coûtera notamment 4,3 millions de dollars à PayPal. Au fil du temps, l'opération Payback s'est diversifiée pour englober d'autres problématiques. En revanche, les réponses légales et les contre-mesures prises par les cibles ont fini par essouffler cet élan. Certains d'entre vous s'en souviennent sûrement, en 2010 et 2011, le printemps arabe secoue l'actualité mondiale. Les révoltes embrasent l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte ou encore la Libye. Anonymous va participer à sa manière à ces révolutions qui trouvent leur source dans la recherche de liberté et de démocratie. Dans ces pays où la censure d'internet est très forte, ils vont lancer les opérations Tunisie, Iran, Algérie, Venezuela puis Égypte. Leurs actions vont permettre de contourner la censure mise en place par les gouvernements pour communiquer sur la situation sur place, mais aussi pour permettre la diffusion de milliers de photos et vidéos auprès du monde
monde occidental. Ils créent également une sorte de kit de secours à destination des cyberdissidents qui leur donne des clés pour préserver leur anonymat et pour ne pas se faire repérer par les polices gouvernementales. Ils vont aussi par exemple développer une extension de Firefox pour parer les attaques de phishing intensives de l'ancien gouvernement tunisien. Saturation de sites gouvernementaux ou proches du gouvernement, hacking de sites de télé nationale, affichage de messages en faveur des révoltes sur ces médias, les actions concrètes ont été nombreuses. En 2012, c'est au tour de l'opération Blackout. Elle visait principalement à protester contre les lois sur la censure d'Internet et sur le renforcement des droits de propriété intellectuelle. Les deux projets de loi concernés étaient le Stop Online Piracy Act ou SOPA et le Protect IP Act ou PIPA aux États-Unis. Conçues à l'origine pour lutter contre le piratage en ligne et la contrefaçon de propriété intellectuelle, elles ont été critiquées pour leur potentiel à restreindre la liberté d'expression et à censurer Internet de manière excessive. En réponse à ces projets de loi, les Anonymous ont organisé l'opération Blackout pour sensibiliser l'opinion publique et protester contre ce qu'ils considéraient comme une menace pour la liberté en ligne. The day we've all been waiting for has unfortunately arrived. Le combat a été mené principalement avec des attaques DDoS contre des sites de l'industrie du divertissement, des sociétés de médias et d'autres entités perçues comme favorables à ces lois. Concrètement, tout le monde y est passé. Finalement, en grande partie en raison de la pression publique et des protestations en ligne, les projets de loi SOPA et PIPA ont été abandonnés par le Congrès américain en janvier 2012. Mais il y a un sujet qui a particulièrement fâché les membres d'Anonymous, et c'est la fermeture le 19 janvier 2012 de Mega Upload par le FBI. Vous l'aurez compris, la censure sur Internet, c'est un sujet très sensible chez nos amis masqués, et dès le lendemain de la fermeture du site, ils ont annoncé que la cyberguerre était déclarée. Ils ont alors multiplié les actions DDoS contre des sites gouvernementaux, et pas n'importe lesquels, le site de la justice américaine, le site du FBI, celui du gouvernement américain, ainsi que ceux de nombreuses maisons de disques et d'associations telles que la Motion Picture Association of America, qui représente les ayants droit au sens large aux États-Unis, et la Recording Industry Association d'Amérique, la RIAA, qui fait pareil que la MPA, mais pour la musique. Les attaques ne vont pas se cantonner à l'outre-Atlantique car en France, la loi Hadopi contre le piratage a été votée depuis 2009. Le site de l'Élysée va donc être ciblé, ainsi que ceux des ministères de la Justice et de la Défense. Moins de 24 heures après que Nicolas Sarkozy ait annoncé son soutien à la fermeture de Mega Upload, on pouvait lire sur le site de l'Élysée des messages du style We are Legend, la présidence la plus ridicule de l'histoire ou encore Fuck SOPA. Une manière pour les Anon de faire comprendre qu'ils sont en mesure de s'inviter partout. Des centaines de sites à travers le monde seront touchés et ces actions en ligne se sont couplées de manifestations physiques à travers l'Europe dans 228 villes de 25 pays. Pendant une période, les Anonymous vont être de tous les combats avec un soutien technique pendant le mouvement Occupy Wall Street qui dénonçait les abus de la finance, des attaques contre des sites affiliés à une certaine politique allemande que je ne peux pas dire sur YouTube sans être démonétisé, etc. etc. Bref, ils ont enchaîné les coups d'éclat et c'est jusqu'à des boîtes de jeux vidéo, Sony on a pris une petite aussi, pourquoi pas. Bref, encore une fois, tout le monde en prenait pour son grade. Ils ont même réussi à faire plier l'un des cartels de drogue les plus dangereux du monde, Los Zeltas, qui a accepté de relâcher un otage membre des Anonymous après avoir reçu la menace de diffusion de nombreuses informations secrètes sur les membres du cartel. Avec de tels exploits et un tel impact, il n'est pas vraiment étonnant que les gouvernements aient réellement commencé à flipper. Ils faisaient face à quelque chose de relativement nouveau et de très difficilement contrôlable. Parce que finalement, si on grossit le trait, des milliers de jeunes désorganisés mais talentueux en informatique ont réussi à mettre en déroute des dizaines et des dizaines de gouvernements. Ils ont réussi à obtenir une certaine forme de pouvoir de par leur union, et d'ailleurs, puisque l'union fait la force, abonne-toi à cette chaîne. Je sais que tu aimes les histoires. Viens, je vais t'en raconter plein d'autres. Dès 2011, ils vont se montrer beaucoup plus discrets sur la scène internationale, mais il va quand même y avoir un élément déclencheur violent, un véritable traumatisme pour le collectif. Et ce traumatisme, il s'appelle Hector Xavier Monségur. Plus connu sous le nom de Sabou, en ligne, c'était l'un des membres les plus célèbres d'Anonymous, qui a aussi cofondé le collectif de pirates LOLsec, dont on parlera peut-être un jour parce que vraiment, eux aussi, c'était une dinguerie. Et bah, ce type, figurez-vous, qui va trahir le mouvement en se ralliant au FBI et en l'aidant à identifier quelques-uns des acteurs majeurs, ce qui entraînera leur arrestation. Donc parmi eux d'ailleurs, Jeremy Hammond, l'un des hackers les plus recherchés à l'époque. 16 membres des Anonymous seront arrêtés par le FBI en 2011, accusés de complot visant à causer des dommages intentionnellement à un ordinateur protégé dans l'affaire PayPal, et certains écoperont de peines plus lourdes que celles de délinquants sexuels. Du coup, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que Sabou a donné ses potes? Mais tout simplement parce que les 12 chefs d'accusation qu'il traînait le menaçaient de 124 ans de prison. Il a pu échanger contre seulement quelques mois s'il acceptait de coopérer avec le FBI. You could either cooperate with us, just come downtown with us, you'll be back in the morning, or we're gonna call ACS, we'll take the kids away. C'était un personnage déjà très controversé au sein du groupe avant son retournement de veste, mais son talent pour encourager les Anon à mener de nouvelles actions et tester de nouvelles choses en faisait un pilier du collectif. La trahison du coup a été d'autant plus difficile à accepter pour les membres.
Longtemps après, certains d'entre eux refusaient de croire en la véracité de sa trahison, et à partir de là, la confiance en a pris un coup. Les Anon ont commencé à faire profil bas et sont limite devenus parano manipulés par un autre. Les annonces d'actions ont continué à tomber, notamment via le site et les comptes Twitter affiliés, mais avec une vigilance toute particulière. En France, ils réagiront à l'attaque de Charlie Hebdo, ainsi qu'aux attentats du 13 novembre 2015. Ces horribles épisodes marquent le début de la croisade des Anonymous contre les groupes djihadistes en ligne. Ces attentats ne peuvent pas rester impunis. C'est pourquoi les Anonymous du monde entier vont vous traquer. Ils vont aller jusqu'à traquer les profils Twitter des partisans de l'État islamique pour faire fermer leurs comptes via les opérations OP Paris et OP Charlie Hebdo. Des milliers de comptes vont être touchés, des cyberattaques vont être lancées, notamment contre les recruteurs de Daesh, et quelques autres événements vont les faire sortir de l'ombre plus que d'autres. Le conflit entre Taïwan et la Chine va déchaîner des dizaines d'attaques et de très nombreux défacements de sites web avec beaucoup de trolls et de provocations. Mais c'est la mort de George Floyd en 2020 qui va lancer la rumeur de leur grand retour. Sachant que, est-ce qu'ils sont vraiment partis? Parce que Anonymous, c'est plus une idée qu'un groupe, tout le monde peut se revendiquer d'Anonymous. Une vidéo va être publiée sur Facebook s'adressant à la police de Minneapolis dans laquelle les Anon menacent de diffuser des documents relatifs à certains agents de police corrompus. We do not trust your corrupt organization to carry out justice, so we will be exposing your many crimes to the world. Des attaques vont être menées sur leur site, les radios de la police de Chicago vont être piratées pour diffuser la musique Fuck the Police en boucle dans l'optique d'empêcher les communications lors des manifestations. C'est difficile de savoir de qui venaient ces OP et si c'était vraiment bien les mêmes Anonymous qu'à l'époque, mais en tout cas, ils s'en sont revendiqués. À la suite de ça, le mouvement va connaître un véritable regain. Des vagues de millions de followers vont affluer sur les pages Twitter affiliées au groupe, et dernier gros dossier en date pour nos Anonymous, l'attaque de la Russie en Ukraine dès le 24 janvier 2022, à la suite de laquelle Anonymous va déclarer la guerre à son tour au gouvernement russe, au site de ses institutions et à ses médias. Ils publieront 200 gigas d'infos secrètes du ministère de la Défense russe, ainsi que des données privées de la société militaire Tetrader qui soutient les opérations russes. Quelques jours après l'invasion de l'Ukraine, ils pirataient des chaînes télé contrôlées par le Kremlin comme Moscou 24 ou Channel One, et ils diffuseront des images de la guerre en Ukraine qui avaient été censurées en Russie. Alors ça aura été le temps que de quelques minutes, mais l'objectif était de montrer la guerre aux Russes qui, sous la censure, n'ont pas accès à la réalité du conflit. Pendant ces quelques minutes, on voyait la ville ukrainienne de Kharkiv pilonnée de bombes par l'armée russe. 500 000 imprimantes ont été hackées à travers toute la Russie, activées à distance pour imprimer des messages anti-propagande sur le conflit ukrainien. Le groupe de pirates russes Killnet répondra à ces attaques en mettant KO le site officiel des Anonymous, sauf qu'il n'y a pas vraiment de site officiel des Anonymous, ils ont juste trouvé un site avec écrit Anonymous dessus. Donc bon, c'était plus un coup d'épée dans l'eau qu'autre chose. Si la liberté d'expression et l'abolition de toutes les oppressions liées à Internet restent le cœur dans leur lutte, le mouvement a élargi son intérêt à d'autres combats avec le temps, comme la lutte pour le respect du bien-être animal, en s'en prenant aux gens qui postaient des vidéos d'eux en train de martyriser des chats. Des causes qui au premier abord semblent justes, mais alors pourquoi est-ce que ces activistes sont si controversés? Pourquoi leurs actions ont été si souvent critiquées? L'un des principaux responsables, c'est autre que son manque de structure. C'est le concept même du mouvement, mais ça a parfois conduit à des actions controversées ou mal coordonnées. C'est le cas par exemple de l'OP Amanda, qui est un parfait exemple. Amanda Todd, c'était une adolescente canadienne qui se suicidera le 10 octobre 2012 après avoir subi des années de harcèlement en ligne par un homme qui aurait tout fait pour lui pourrir la vie, puis ensuite aussi par ses camarades de classe. Des membres d'Anonymous ont annoncé avoir réussi à retrouver le gars en question et ont publié son nom et son adresse sur YouTube. À partir de ce moment-là, il a été placé sous protection judiciaire pour des raisons évidentes, et la question que ça soulève, c'est bien évidemment, est-ce qu'on peut accepter que des hackers, et donc des civils, se substituent à la police et à la justice? Surtout que la personne qu'ils ont attrapée, c'était pas la bonne personne, c'est pas lui qui a été condamné pour ces faits. Dans diverses affaires sensibles, la diffusion de données personnelles de policiers par exemple, les actions d'Anonymous ont été contestées du fait de la dangerosité que ça pouvait représenter pour les personnes concernées ou leurs familles dans des contextes parfois très tendus comme pendant Occupy Wall Street, pendant lequel des noms, adresses et infos relatives aux familles des policiers avaient été divulgués après des attaques à la lacrymo sur des manifestants pacifiques, ou encore lors des représailles après la fermeture de Mega Upload, durant lesquelles, encore une fois, les noms, prénoms, adresses mail, mots de passe, téléphone portable et département d'affectation de 541 policiers en service avaient été rendus publics. Dernier exemple, j'évoquais tout à l'heure les croisades d'Anonymous contre Daesh, et quand les Anon ont fait fermer des milliers de comptes Twitter de personnes soutenant Daesh, ils ont fait disparaître des radars autant de personnes qui étaient surveillées de près par le FBI, et eu pour conséquence de perdre de vue des personnes potentiellement très dangereuses, et du coup d'empêcher le travail d'enquête de la police. D'autres de leurs pratiques sont jugées controversées, notamment pourquoi supprimer des fichiers en ligne ne constituerait pas une atteinte à la liberté d'expression de celui qui les a postés. Quand le cœur du combat c'est justement de défendre cette liberté, où est-ce qu'on doit situer la limite? C'est un
un débat qui est compliqué. Est-ce qu'il est légitime de faire fermer un site web sous prétexte qu'on n'est pas d'accord avec son contenu au nom de la démocratie? Peut-être que non, mais s'il s'agit de gouvernements tyranniques, corrompus ou d'entreprises sans aucune éthique, est-ce que c'est pas la chose à faire? Vraiment, c'est un bourbier. Au sein même d'ailleurs des Anonymous, certaines méthodes ne font pas l'unanimité, dont justement celle du doxing. Autre problématique majeure, les divergences d'opinion au sein du mouvement. Entre les premières années de sa création et le début des années 2010, la vision du collectif a beaucoup évolué. Des distorsions sont apparues entre les membres originels en quelque sorte, qui voyaient en Anonymous un levier chaotique pour faire le bien, et les membres arrivés au fil du temps, qui pour certains souhaitaient juste semer le chaos pour voir le monde brûler. Ces divergences, elles ont entraîné à plusieurs reprises des discours complètement contradictoires. Par exemple, avec la campagne de Donald Trump, une partie du collectif a lancé un appel à la destruction de l'image de marque de l'ancien président des US avant son élection, appel qui sera contredit quelques jours plus tard dans une seconde vidéo faite par d'autres membres. Et le fait que n'importe qui puisse s'autoproclamer Anonymous fait que sous une seule et même bannière, on retrouve un peu tout et son contraire. Des gens de tous les bords politiques, des gens qui s'intéressent pas du tout à la politique, des conspirationnistes chelous, il y a tout le monde. En 2008, des personnes ont ainsi mené des attaques et des actions à caractère raciste sous la bannière d'Anonymous, qui se voulaient pourtant lutter contre les discriminations. Ces pirates, qui étaient originaires du Texas, ont mené des attaques à répétition injustifiées contre les sites Support Online Hip Hop et All Hip Hop, ainsi que des vols de données personnelles qui visaient en particulier des jeunes noirs, hispaniques, asiatiques et juifs impliqués dans la culture hip-hop. Résultat de ces incohérences dans les actions, le mouvement perd de sa crédibilité et de sa légitimité. Cette évolution a créé des cassures au sein du mouvement et elle explique notamment pourquoi certains ex-Anon se sont finalement retournés contre le groupe. Et si les sujets liés aux Anonymous et à la cybercriminalité t'intéressent, découvre pourquoi 4chan est à la fois un monument d'internet et l'un des pires sites qu'on peut trouver.